Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la partie 5 de la synthèse. Le but de la vidéo ici, ça va être d'illustrer tous les grands concepts d'outils mathématiques avec des exemples issus du cours d'électromagnétisme. Alors pour rappel au cours, on a vu 4 grands concepts qui étaient les champs vectoriels, l'intégration multiple, curviligne et de surface. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre chacun de ces concepts-là et les illustrer avec un exemple, histoire que ce soit moins abstrait. Alors la première chose qu'on avait vue ensemble, c'était la notion de champ vectoriel. Alors pour rappel, un champ vectoriel est une fonction qui prend en entrée des coordonnées x, y, z, et qui en sortie va donner ici un vecteur. Donc ce vecteur ici dépend des coordonnées x, y, z. Et alors on l'avait illustré avec le champ de gravité. Donc pour rappel, un corps de masse m va générer tout autour de lui un champ gravitationnel, donc il va attirer les objets. Et maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'est étudier ce champ en venant placer ici dans le repère une masse petit m et calculer en fait la force qui va s'appliquer sur la masse. Et donc si je m'amuse à prendre mon m et à le déplacer, je vais me rendre compte que la force va varier. Et donc en plaçant m en chaque point, ça me permet ici de venir tracer le champ de force. Et donc à titre d'exemple, imaginons que ma masse m est plus loin, je vais me rendre compte en fait que la force d'attraction sera beaucoup plus faible. Alors que si la masse m est plus proche, je vais voir que la force d'attraction sera plus grande. Alors si je m'amuse à déplacer m donc graduellement, je vais me rendre compte en fait que la force va décroître inversement proportionnellement au carré de la distance. Donc c'est-à-dire que si je trace un graphe qui montre la force de gravité en fonction de la distance, je me rends compte que c'est un profil en 1 sur x au carré. Donc lorsque d est petit, ma force est très grande, mais par contre, dès que d va augmenter, ma force va s'effondrer. Et donc ça me permet de venir graphiquement tracer tous mes vecteurs de force. Donc ils vont être grands quand je vais être proche, mais par contre, dès que je vais m'éloigner, ils seront beaucoup plus petits. Alors maintenant, ça c'était un peu l'intuition. Donc de là, on avait pu déduire la formule. On avait dit que la force de gravité, en fait, c'était une constante multipliée par le produit des masses divisé par la distance au carré. Alors la distance, on l'avait définie grâce à un vecteur position. Donc pour rappel, un vecteur position est un vecteur qui part de l'origine vers un point. Et ce vecteur position, on l'avait appelé R. Donc c'est divisé par la norme de R au carré. Donc attention que là, ce que j'ai, c'est bien la norme de la force. Si en plus de ça, j'ai besoin d'avoir un vecteur, parce que ce que je veux moi, c'est un champ vectoriel, je vais devoir le multiplier par un vecteur directeur. Et je me rends compte en fait que les forces de gravité sont alignées avec le vecteur R. Donc ça veut dire que j'ai juste à prendre le vecteur R, à le diviser par sa norme pour le normaliser. Et là, du coup, je me retrouve avec le champ de gravité. Et donc ça, c'est typique des champs où il y a une attraction. Donc on va multiplier par les masses au numérateur. Et en dessous, on va se retrouver avec la distance au cube. Donc ça, c'était une illustration avec le champ de gravité. Alors bien évidemment, il va y avoir un concept analogue quand je vais être ici en électromagnétisme. Donc ici, je vais pouvoir définir la force d'attraction, mais donc c'est une force qui est due à un champ électrique. Donc on reconnaît bien la structure, hein. Donc ici, j'ai bien une constante qui multiplie un produit de charge électrique. Donc ça, c'est l'équivalent du produit des masses de tout à l'heure. Et je me retrouve bien au dénominateur avec la distance au cube. Alors vous le verrez en cours, mais si je prends la force électrique et que je viens la diviser par la charge, j'obtiens du coup le champ électrique. Et donc ça, c'est bien un champ vectoriel, parce que je vois que le vecteur champ électrique, il va dépendre de la position x. Donc x ici, ça va être l'équivalent de mon vecteur r. D'accord? Donc c'est un vecteur qui va donner la position, et en chaque position, je vois que je vais avoir un vecteur qui sera différent. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre du coup l'expression mathématique de mon champ électrique, et je peux venir prendre x à différentes valeurs pour avoir une idée du coup du champ électrique en tout point. Et donc à titre d'exemple, imaginons que je prends ici une charge positive.
Cette charge positive, je peux venir la placer ici dans mon plan. Et maintenant, je vais définir des vecteurs R qui partent de ma charge vers n'importe quel point du plan. J'obtiens bien du coup ici un champ vectoriel. D'accord? Donc, en chaque point xy, j'obtiens un vecteur champ électrique. Alors ça, c'était pour une charge positive. Imaginons que maintenant, je viens mettre une seconde charge positive. Ben là, à nouveau, ce que je vais faire, hein, c'est mathématiquement additionner mes deux champs. Et donc, j'obtiens bien ici un champ électrique global. Alors, je l'ai fait pour deux charges positives. Bien évidemment, je peux m'amuser à le faire avec des charges négatives. Et donc ici, par exemple, hein, je viens prendre une charge négative. Donc là, le champ va être attractif, parce qu'on se rappelle qu'au numérateur, on avait le produit ici des charges. Ben, du coup, ici, si ma charge est négative, il y a un moins. Donc je vois quoi? Que les vecteurs qui vont vers la charge bleue, ils sont vers la charge bleue. D'accord? Je vois que c'est des vecteurs qui vont être entrants. Alors que les vecteurs qui vont venir de la charge rouge, eux, je vois bien que c'est des vecteurs qui vont être sortants. D'accord? Parce que c'est positif. Voilà. Et donc ici, à nouveau, en additionnant les deux, on obtient le champ électrique global. Donc voilà, ceci rend la notion de champ vectoriel moins abstraite. Alors maintenant, au niveau de l'intégration, on a vu trois types d'intégrales au cours. Les intégrales multiples, où à chaque fois, ben, le domaine, c'était soit une droite, soit un bout de surface qui était plan, donc ici, soit une intégrale triple. Donc là, c'était un volume. L'intégrale curviligne, ben, c'est un petit peu comme l'intégrale simple, sauf que le domaine, c'est plus une droite, mais c'est une courbe. Et l'intégrale de surface, c'est l'équivalent de l'intégrale double, où le domaine, c'est plus ben, du coup un bout de plan qui est plat, mais ici une courbe aussi, une surface. Alors du coup, on va avoir 6 types d'intégrales à illustrer. Alors on se rappelle que pour l'intégrale curviligne, soit je calculais l'intégrale d'une fonction scalaire, donc ça c'est le premier type d'intégrale, soit c'était l'intégrale curviligne, mais ici d'un champ vectoriel. Ensuite, pour intégrale de surface, c'était exactement la même chose. Soit je venais intégrer une fonction scalaire, soit je venais intégrer ici un champ vectoriel. Alors pour finir, on avait l'intégrale triple de dv. Alors ça, on l'a déjà vu au TP, hein, ça calculait du coup le volume. Donc le volume du domaine d'intégration. Donc ça, je sais déjà que ça calcule un volume. Par contre, l'intégrale ici d'une fonction fois dv, ça vient calculer un hypervolume. Et justement, ben, on va devoir l'illustrer parce que ça, on ne l'a pas encore vu. Donc on ne sait pas concrètement que représente l'intégrale triple d'une fonction scalaire fois dv. Alors ben, du coup, je vais commencer par illustrer ces notions-là une par une. Alors pour ça, je vais définir ben, l'équivalent de la masse volumique en électricité, ce qu'on appelle la densité de charge. Alors c'est quoi la masse volumique? La masse volumique, c'est pour un même volume, par exemple de 1 décimètre cube sur la photo. J'ai envie de savoir quelle est la masse. Et donc ici, ben, je vois que j'ai un bloc d'une première matière qui pèse 1 kg, 1,5 kg, et l'autre qui pèse 1 kg de plus. Donc pour un même volume, je vois que la masse volumique à droite est supérieure. Alors lorsque je vais être en électricité, je vais avoir besoin d'un concept qui va être analogue. Donc imaginez que là, je vais connecter ma masse à un circuit électrique, c'est-à-dire un condensateur. Donc ça commence à accumuler de la charge s'il y a un trou au milieu. Ben, j'ai envie de savoir à quel point ma plaque elle est chargée. D'accord? Donc j'ai envie de savoir ben, en fait, quelle est la densité de charge électrique par rapport au volume. Et donc, la seule difficulté, c'est que là, la densité de charge, elle ne va pas forcément être homogène. D'accord? Donc, c'est pas comme sur le schéma où la masse est répartie de manière équitable. Imaginez que j'ai une partie qui est fort chargée et une partie qui est moins chargée. J'ai quand même envie de savoir, ben, c'est quoi la charge totale. Alors, tout comme lorsque la masse n'était pas homogène, ben, au lieu de dire que M, c'est ρ fois le volume, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait M comme étant l'intégrale de ρ fois dV. Donc ça va bien me donner du coup la masse totale si j'intègre ici en 3 dimensions. Alors là, du coup, je vais définir quelque chose qui va être fort analogue. La densité de charge, ben, elle va dépendre justement ben, de la courbe par rapport à laquelle je vais intégrer. Alors si j'ai envie d'avoir la charge totale, donc un peu comme la masse, il faut que je calcule l'intégrale de la densité de charge. Donc si c'est une droite, ici ce sera une intégrale curviligne, donc l'intégrale curviligne de ρ dl. Et donc ça y est, on a la réponse, hein, l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire,
Ça calcule une charge. Alors ici, imaginons que je suis en 2 dimensions. Donc là, ça sera l'intégrale de surface de ρ ds. Donc ça, c'est l'intégrale de surface d'une fonction scalaire. Et pour finir, imaginons que je suis dans un volume. Je vais avoir l'intégrale triple de ρ dv. Et donc là, je vais avoir l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire. Là, c'est l'intégrale de surface d'une fonction scalaire. Et là, c'est l'intégrale triple d'une fonction. Donc maintenant, je peux revenir à mon slide précédent et compléter en allant. Donc je sais que l'intégrale d'une fonction scalaire, ça représente la charge qui est accumulée sur une courbe. L'intégrale de surface d'une fonction scalaire, ça représente du coup la charge totale qui est accumulée sur une surface. Et l'intégrale de f dv, donc ça, c'était mon hypervolume. En fait, ça représente la charge accumulée dans un volume. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus que 2 intégrales à illustrer. L'intégrale curviligne d'un champ vectoriel et l'intégrale de surface d'un champ vectoriel. Donc je vais commencer ici par illustrer l'intégrale de surface. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'intègre sur une surface fermée, donc c'est ce que je vois ici au niveau de l'intégrale, avec le rond. Je vais intégrer du coup le champ électrique en produit scalaire avec ds. Alors il faut se rappeler que le produit scalaire, c'est une projection. Donc imaginons que j'ai un champ électrique qui a pour composante PQR, comme tout champ vectoriel, et que je le fais en produit scalaire avec le vecteur 1y par exemple. 1y c'est 0, 1, 0. Quand je vais faire le produit scalaire, en fait il va me rester juste le Q. Donc ça veut dire en fait que le P a disparu, le R a disparu, et c'est comme si je venais projeter le E uniquement sur le 1y. Là en fait c'est un peu ce qui se passe, étant donné que ds c'est 1n fois ds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais le produit scalaire entre le champ électrique et le vecteur normal à la courbe. Donc là, je fais une projection. Je fais une projection du champ électrique sur la normale à la surface. Et donc là, qu'est-ce que je calcule? En réalité, je calcule un flux. D'accord? Donc l'intégrale double d'un champ vectoriel, c'est ce qu'on appelle une intégrale de flux. Et je le vois, parce que si E est perpendiculaire à la surface, je calcule entre guillemets le débit de champ électrique, si vous voulez. Donc ça, c'est bien un flux. Et qu'est-ce qu'elle me dit, le théorème de Gauss? C'est que le flux électrique, en fait, il est proportionnel à la charge qui est accumulée. Et la charge qui est accumulée, maintenant, on sait comment on la calcule, si c'est pas homogène. Je sais que je vais calculer tout simplement l'intégrale triple, ici de ρ dv. Donc comme je l'ai démontré précédemment, on va intégrer la densité volumique de charge, ça donne bien le Q total, et effectivement, je vois sur mon schéma, au plus le Q intérieur est grand, et au plus le flux électrique va être élevé. Donc voilà, l'intégrale de surface, ça calcule un flux. Alors là, je me suis amusé à calculer le flux électrique, mais bien évidemment, je peux calculer également le flux magnétique. Et la logique reste exactement la même. Donc là, je vois que j'ai B, j'ai ds qui vaut 1 n ds. Quand je vais faire mon produit scalaire, je vais venir projeter le B sur la normale à la surface. Et donc là, attention que c'était un champ, donc un vecteur champ magnétique, et je le fais en fait pour chaque case. Donc là, je l'ai fait pour une case ici en jaune, mais je peux le faire ici sur toute la surface. C'est bien une intégrale de surface, parce que le domaine d'intégration, c'est ici une surface. Et donc ça calcule bien un flux magnétique. Donc voilà, là on vient d'illustrer du coup l'intégrale de surface. Il me reste un dernier concept qui utilise l'intégrale de surface. Alors pour l'introduire, je vais repartir de ce qu'on avait fait au cours ici. On avait voulu calculer le débit massique par unité de surface. Alors si vous vous souvenez, il fallait calculer du coup le débit massique, donc c'est dm sur dt. Et pour le rendre par unité de surface, on le multipliait par 1 sur a. Donc ceci, c'est un débit massique. Tandis que ceci, c'est par unité de surface. Alors, j'ai pas la masse, par contre, je sais que dm, c'est ρ fois dv. D'accord? Donc avec la masse volumique, quand je suis dans le cas d'un fluide, m est égal à ρ dv.
Donc là, je me retrouve avec le volume divisé par le temps. Et je sais justement que le volume, c'est quoi? En fait, c'est la surface multipliée par la distance qui a été parcourue. Donc ici, la surface du cylindre fois la distance parcourue, ça donne bien ici un volume. Donc je vais remplacer le volume par la surface A fois dx. Et là, je me retrouve avec la vitesse. D'accord? Donc l'air va simplifier. Et là, je me retrouve tout simplement avec la vitesse des particules d'eau. Donc je sais que le débit, c'est ρ multiplié par la vitesse de déplacement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que je n'ai pas ici un flux donc, de particules d'eau, mais plus un flux d'électrons. En fait, c'est quoi le débit d'électrons? Par définition, c'est le courant. D'accord? Par définition, le courant I, c'est le débit de charge par unité de temps. Donc, c'est l'équivalent ici de mon débit massique. Donc, avant, j'avais un débit massique. Maintenant, je vais me retrouver avec un débit d'électrons. Mais c'est exactement la même chose, un débit de charge. Et donc ça me permet du coup de définir mon courant grâce à ρ fois V. Parce qu'ici, on voit que l'intégrale de surface de ρ fois V, ça calcule du coup le débit total. Donc là, c'est le débit total, quand je vais prendre ici toutes mes surfaces. Et maintenant, si la vitesse n'est pas la vitesse des particules d'eau, mais la vitesse des électrons, ça me permet de définir en fait ce qu'on va appeler la densité de courant. Et donc du coup, la densité de courant J, ça va être ρ fois la vitesse. Donc comme je l'ai expliqué, ça c'est un débit, donc un débit d'électrons, donc un débit de charge électrique. Et maintenant, je vais calculer l'intégrale de surface de ce J pour avoir mon débit total, à savoir mon courant. Et donc je me retrouve bien avec la formule I, c'est l'intégrale de surface de J ds. Et la logique reste exactement la même. Je veux avoir l'intégrale de surface parce que la surface n'est pas forcément une surface plane, ça peut être ici une courbe. Et donc à nouveau, même logique que tout à l'heure, on va venir projeter J sur la normale à la surface. Et donc comme ça, mes charges qui allaient dans tous les sens, c'est comme si en fait je les forçais à être toutes alignées. Et donc là, je calcule bien le débit efficace à travers la surface S. Alors à présent, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est illustrer l'intégrale curviligne d'un champ vectoriel. Donc on sait que l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire, ça représente l'intégrale, par exemple, d'une densité linéique de charge. Donc ça va me donner le Q total. Là maintenant, qu'est-ce que ça va représenter l'intégrale curviligne d'un champ vectoriel? Alors je vous ai ressorti le TP5, exercice numéro 4, dans lequel on parle de la loi d'Ampère. Alors la loi d'Ampère, qu'est-ce qu'elle dit? L'intégrale de BDR, c'est mu0 fois I. Alors je vais réappliquer la même logique que tout à l'heure. dr, je sais que c'est le vecteur tangent fois dl. Donc ça veut dire que calculer l'intégrale curviligne de B dr, ça revient à projeter le vecteur de champ magnétique, donc B ici, c'est le champ magnétique, et de le projeter sur la tangente à la courbe. Donc tout à l'heure, c'était la normale à la surface, maintenant c'est la tangente à la courbe. Et donc là, je me retrouve avec, à sommer tous les B qui ont été du coup projetés. Et donc là, qu'est-ce que je vois? En fait, si je prends mes vecteurs B qui sont ici en rose, et que je les projette à chaque fois sur ma courbe C qui est un demi-cercle, en fait, je me retrouve avec la circulation. Donc là, qu'est-ce que je calcule? En fait, ça calcule la circulation du champ magnétique. Et alors, OTP, on avait démontré ici que grâce à l'intégrale qui est ici, on pouvait calculer du coup l'expression de la norme ici du champ magnétique. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vois que lorsque je vais avoir un courant qui va être normal à la surface, ça va créer une circulation, c'est-à-dire l'intégrale curviligne de BDR, dans le plan perpendiculaire au fil. Donc lorsque I est perpendiculaire à la surface, dans le plan, je vais avoir une circulation de champ magnétique. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement la loi de l'induction. Donc un courant, donc c'est comme ça qu'on fonctionnent les électroaimants, entre autres. Un courant électrique va venir ici générer un champ magnétique.
d'accord, perpendiculaire au fil. Et donc ce que je viens d'expliquer, ben, je peux l'illustrer ici. Donc maintenant, je sais ce que ça représente, hein, je vois que l'intégrale de BDL, et je vois que c'est l'intégrale curviligne sur un contour fermé. Donc l'intégrale sur un contour fermé de BDL, en fait, elle est proportionnelle au courant. Et le courant, qu'est-ce que c'est? Le courant, en fait, c'est la somme des courants qui vont traverser ma surface, d'accord, perpendiculairement. Donc chacun de ces courants-là, je vais regarder ben, chaque fois la composante perpendiculaire à la surface. Et ici, je me rends compte que ben, ces courants-là vont générer une circulation. Et donc mon champ magnétique B va être projeté ici sur le vecteur tangent à la courbe. Et donc en fait, je me retrouve bien ici avec une circulation de champ magnétique. D'accord? Et donc ceci me permet de clôturer l'illustration par rapport à l'intégration. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intégrale de f, quand f est un champ vectoriel, l'intégrale curviligne représente une circulation. On l'a illustré avec la loi d'Ampère. Alors que l'intégrale de f ds, c'est comme pour le théorème de Gauss, ça calculait du coup le flux. Et donc voilà, maintenant on sait concrètement que représente chacune des intégrales. Alors mathématiquement, ben, je vais avoir une autre manière donc d'exprimer le théorème d'Ampère, c'est en utilisant le rotationnel. Parce qu'on se souvient que le rotationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur, donc c'est un champ vectoriel, hein, étant donné qu'en chaque point, je vais avoir un vecteur rotationnel. Et en chaque point, le rotationnel mesure la tendance des lignes de champ à tourner autour du point. Donc ça mesurait, on l'a vu en mécanique de fluide, le spin des particules d'eau. Ben là, c'est un peu la même chose, mais avec un champ magnétique. Donc là, j'ai mon vecteur I, donc j'ai mon courant électrique qui va être perpendiculaire à la surface. Donc là, je vois qu'il est rentrant. Et là, ben, je vois que ça va générer du coup un champ magnétique qui va circuler ici dans le plan qui est perpendiculaire au câble. D'accord? Et donc ça, c'est bien du coup le rotationnel de B qui est égal à mu0 fois J. Alors je suis obligé d'utiliser J et pas le courant parce que le courant est un scalaire, alors que J, c'est bien du coup ici un vecteur. Donc voilà.